Bon, bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Je pense que vous êtes tous aussi excités que moi d'écouter M. Nicou qui nous a déjà beaucoup fait rêver avec Turandot et L'As de Figaro, et là qui va se projeter sur la saison prochaine, même si celle-ci n'est pas encore terminée. Et comme nous n'avons qu'une petite heure, enfin une heure, on va commencer peut-être tout de suite par cette présentation. Donc je rappelle que M. Nicou est à l'Opéra national de Paris. Notre abonnement pour la saison prochaine comprend majoritairement des œuvres de l'Opéra de Paris, enfin, qui sont données à l'Opéra de Paris, soit Bastille, soit Garnier. Et c'est pour ça qu'on a pensé utile d'avoir une présentation par ce spécialiste de notre art qui est dans maison parisienne sur le programme qu'il offre. Voilà. Bruno, à vous. Oui, très bien. Alors, je vais me permettre de couper ma caméra pour optimiser justement la qualité du réseau, puisque je vais vous présenter donc les spectacles que votre association a choisis, mais également vous passer quelques extraits. Donc, pour que les extraits passent bien, je vais me permettre de couper ma caméra. Alors, donc, je vais vous parler. Donc, votre association a choisi donc cette année 7 spectacles lyriques. Je vais commencer par, si vous le voulez bien, par la seule entrée au répertoire de la saison lyrique. En l'occurrence, Nixon in China. Entrée au répertoire, ça veut dire que c'est une œuvre qui n'a jamais été donnée à l'Opéra national de Paris. Et Nixon in China, justement, est une entrée au répertoire. C'est un opéra en 3 actes du compositeur américain John Adams. Et il est donné à l'Opéra Bastille le 1er avril, notamment 2023. C'est la date donc, qui a été sélectionnée pour vous. Et le spectacle dure 3 heures, dont un entracte. Alors, pourquoi c'est un événement que la programmation de Nixon in China? Pour 2 raisons. La première, je viens de l'évoquer, c'est une entrée au répertoire, mais c'est aussi une œuvre qui est extrêmement rare. Non pas dans les pays anglo-saxons, où elle est régulièrement donnée, mais dans les pays latins. Et Paris, la France ne fait pas exception à la règle, puisque en dehors d'une production qui a été donnée en 2012, au Châtelet, on ne trouve pas d'autres, sauf erreur de ma part, pas d'autres productions de Nixon in China en France. Alors, quelques mots d'abord sur John Adams. Donc, c'est un compositeur et chef d'orchestre américain qui est né en 1947. Il a été influencé à l'origine par la musique minimaliste, appelée encore musique répétitive, et notamment par un compositeur qui s'appelle Steve Reich. Ensuite, il s'est émancipé de cette influence de Steve Reich. C'est un compositeur qui a beaucoup écrit pour aussi bien des concertos, des symphonies, musique de chambre, oratorios, etc., et des opéras, dont les plus célèbres sont El Niño, Docteur Atomique et donc Nixon in China, qui est considéré comme son grand chef-d'œuvre. Et non seulement son grand chef-d'œuvre, mais en plus considéré comme une des œuvres les plus importantes de l'art lyrique pour la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une œuvre qui a été créée au Houston Grand Opéra en octobre 1987, avec un succès absolument considérable. C'est une œuvre qui est politique, puisqu'elle raconte, en 3 actes, la visite historique, en février 1972, du président américain Richard Nixon en Chine pour rencontrer Mao Tse-tung, dans un contexte électrique de la guerre du Vietnam, de la guerre froide, etc. Et du coup, le livret va aborder différents thèmes, tels que le choc des cultures, l'art totalitaire, le rôle des femmes dans la politique. C'est donc un drame politique, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est un drame humain, dans la mesure où John Adams ne regarde pas l'histoire par le grand bout de la lorgnette, mais par le petit bout de la lorgnette, pour donner une dimension humaniste à l'œuvre. Il offre cette vision humaniste, puisque au fur et à mesure de la visite, les masques tombent et les personnages, qui sont pourtant des sommités politiques, révèlent leurs doutes, leurs émotions, leur part d'humanité. Donc une œuvre qui est en même temps politique, humaine, humaniste, et qui aussi entre mélancolie, mais aussi ironie. Il y a beaucoup d'ironie dans l'œuvre de John Adams. Alors, en quoi l'œuvre est-elle populaire? Pourquoi c'est une œuvre qui est si populaire dans les pays anglo-saxons? Parce que tout simplement, John Adams est un compositeur qui s'inscrit dans la continuité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne renie pas ses aînés. Et donc, il va mélanger
dans la stricte tonalité, d'ailleurs, hein, c'est vraiment important de le dire, la stricte tonalité, il va opérer une forme de syncrétisme musical entre la musique savante, Wagner, Stravinsky, etc., mais aussi il va y mélanger la musique de film, le disco, le pop-rock et le folklore américain, dont le jazz, puisque l'orchestre, l'instrumentarium de Dixon in China, l'orchestre, l'instrumentation, est une instrumentation qui est celle d'un orchestre des années 30 de Big Bang, ce qu'on appelle le swing jazz, notamment marqué par la figure de Duke Ellington. Donc, si on écoute bien Dixon in China, eh ben, on a le même instrumentarium au cordes près. Il y a les cordes en plus, mais sinon, vous avez les percussions qui vont donc servir de section rythmique, vous allez avoir également aussi des cuivres qui vont être omniprésents, vous allez avoir la cascade de notes au piano, vous allez avoir aussi l'ostinato, c'est-à-dire ces rythmes, ces motifs rythmiques obstinés, cette pulsation rythmique qui est propre au minimalisme musical. Donc, c'est une œuvre qui touche toutes les sensibilités par son syncrétisme musical. Autre élément aussi qui rend l'œuvre populaire, si je puis dire, c'est que John Adams va jouer vraiment la carte de l'opéra. Il va même rendre d'une certaine façon un hommage au grand opéra romantique français issu de Meyerbeer, notamment en plaçant au deuxième acte un ballet, comme c'était la tradition dans le grand opéra romantique. Ici, c'est un spectacle, c'est une œuvre pensée par Madame Mao, c'est historique, qui s'appelait Le Détachement féminin rouge et qui mettait en valeur le rôle des femmes dans la Révolution chinoise. Donc, c'est une œuvre qui joue la carte, la convention de l'opéra. Donc, on y trouve des airs, des duos, un trio, un chœur, avec en plus une écriture vocale qui balance entre récitatif musical soutenu et également aussi envolées lyriques qui sont non exemptes parfois d'une certaine virtuosité. D'ailleurs, par exemple, on a Madame Mao qui est écrit pour une soprane coloratour, donc on a des virtuosités, une œuvre assez virtuose qui est liée au profil vocal de Madame Mao. Donc, vous l'aurez compris, en fait, John Adams n'essaie pas de réinventer la poudre d'une certaine façon, mais il s'inscrit dans une certaine tradition de l'opéra à numéro. Et en ça, comme la musique est également une forme de syncrétisme musical avec de nombreuses influences qui peuvent toucher différentes sensibilités, eh ben, le public arrive à s'y retrouver rapidement, arrive à retrouver rapidement ses repères, même si c'est une œuvre écrite en 1987. La mise en scène maintenant de Nixon in China va être assurée par Valentina Carrasco. Alors, Valentina Carrasco, c'est une metteuse en scène argentine qui a beaucoup travaillé pour la Fura dels Baus, vous savez, cette troupe catalane de théâtre qui met en scène pour le théâtre, mais aussi pour l'opéra. Et d'ailleurs, la Fura dels Baus a mis plusieurs fois en scène pour l'Opéra de Paris, notamment une célèbre production de La Flûte enchantée, une production également du Trouvert, et à chaque fois, Valentina Carrasco a été assistante de la Fura dels Baus sur ces productions. C'est la première fois qu'elle met en scène toute seule à l'Opéra de Paris. Et ce qu'elle précise, c'est qu'elle va travailler sur une thématique bien spécifique qui est celle de la diplomatie du ping-pong. C'est quoi la diplomatie du ping-pong? C'est tout simplement, c'est un événement historique. Hein. Un an avant la visite de Nixon à Mao, cette visite a été préparée par un tournoi de ping-pong organisé par les pongistes chinois qui ont invité les pongistes américains. Ça devait préparer en quelque sorte la visite un an plus tard, ça devait permettre déjà le rapprochement des Chinois et des Américains. Et c'est en ça qu'on a appelé ça la diplomatie du ping-pong. Et donc Valentina Carrasco va travailler sur une mise en scène, va travailler autour de cette dramaturgie, autour de cette thématique de la diplomatie du ping-pong. Autre atout dans la production de Nixon in China, c'est la présence à la baguette de Gustavo Dudamel, notre directeur musical. Et enfin, nous allons, dans la distribution, avoir deux chanteurs qui ont une formidable carrière derrière eux, deux gloires, si je puis dire, du chant américain, que sont Thomas Sampson, qui chantera le rôle de Nixon, puisque le rôle de Nixon est écrit pour un baryton, et également Renée Fleming, la grande Renée Fleming, qui sera Pat Nixon. Donc, vous voyez, beaucoup d'atouts dans notre manche, une entrée au répertoire, une œuvre qui est déjà un fleuron du répertoire lyrique, même s'il n'a jamais été donné à l'Opéra national de Paris, avec une œuvre qui, en plus, est populaire parce que, justement, elle joue véritablement la carte de l'opéra avec toutes les conventions du genre.
Et puis, elle est très bien écrite pour les voix, très bien écrite pour l'orchestre. Une mise en scène qui sera, je pense, passionnante autour de cette thématique de la diplomatie du ping-pong. Et enfin, Gustavo Dudamel, Thomas Sampson et René Fleming. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, un petit extrait. Alors, fermez les yeux parce qu'en fait, je suis parti de la production de 2012 qui a été donnée au Théâtre du Châtelet. C'était le trailer qui avait été fait par le Théâtre du Châtelet. Donc, ce ne sera pas la production que nous proposerons, mais ça vous permet d'avoir une idée assez précise de ce qu'est l'œuvre, de ce qu'est Nixon in China. Je vous propose un petit extrait. Ah, je vois que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Je ne peux pas partager du coup mon écran. C'est réglé normalement. Ah, alors je vais voir. Parfait. Merci beaucoup. Alors. Voilà pour cet extrait de Nixon in China de John Adams. Je vous propose maintenant, je vais vous parler d'une deuxième production que votre association a choisie, qui est une nouvelle production, celle de Peter Grimes de Benjamin Britten au Palais Garnier, donc au Palais Garnier le 4 février, puisque c'est la date qui a été sélectionnée pour vous. Le spectacle dure 3h40 et comprend 2 entr'actes. Alors, également, événement que cette programmation de Peter Grimes au Palais Garnier, pour la simple et bonne raison que l'œuvre n'a pas été donnée depuis 2004. Événement également parce que Benjamin Britten, qui est pourtant l'un des plus grands compositeurs lyriques, notamment de la deuxième moitié du XXe siècle, grand compositeur anglais, il a été un peu le parent pauvre de la programmation de l'Opéra de Paris, puisque sur les 20 dernières années,
on ne trouve qu'une production de son grand Billy Budd, qui était une production signée Francesca Zambello, et sinon, il fallait assister à la programmation de l'Académie pour voir 2 opéras de Benjamin Britten, qui étaient When Wind Grave et The Rape of Lucretia. Donc, Britten, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu les honneurs de la grande salle. Heureusement, cette saison, ou la saison prochaine, justice va lui être pleinement rendue. Alors, Britten, comme je vous le disais, un des plus grands compositeurs lyriques du XXe siècle, sans doute le plus grand compositeur lyrique de la seconde moitié du XXe siècle, et Peter Grimes est une de ses œuvres phares. Pourquoi? Parce que c'est un de ses premiers opéras qu'il va créer en 1945 à Londres et qui va faire l'effet d'une bombe. Pourquoi l'effet d'une bombe? Parce que Peter Grimes va définitivement asseoir la renommée de Benjamin Britten et l'imposer comme le successeur légitime de Purcell. En effet, depuis Purcell, il n'y avait pas eu de grand compositeur britannique d'opéra. Et donc, Peter Grimes installe définitivement Britten comme ce grand compositeur anglais que le peuple anglais attendait. Le sujet est un sujet extrêmement tragique. Nous sommes donc dans un petit port de pêche britannique. Peter Grimes donc, est pêcheur et il est revenu de la pêche sans son mousse qui a disparu en mer. Et le village le soupçonne de l'avoir brutalisé, d'être responsable de sa mort. Seule l'institutrice, Helen Orford, croit en son innocence et accepte ses explications. Mais lorsque son nouveau mousse meurt également tragiquement en tombant d'une falaise, Peter Grimes, qui est traqué par les gens du village, n'a d'autre choix que de se saborder en mer, donc de se suicider. On voit donc que c'est une œuvre éminemment tragique et ce qui fait la force de Peter Grimes, c'est qu'elle porte en germe tout ce qui fera la grandeur de l'œuvre de Benjamin Britten, à savoir un sens très sûr du théâtre, Britten choisissant avec beaucoup d'habileté ses sujets, qui sont souvent en résonance tragique et où il intègre 2 thématiques principales, la thématique du marginal, incapable de communiquer et qui est en but à l'hostilité d'un groupe, et également la thématique de l'innocence et de la culpabilité. Toute l'œuvre de Britten est marquée par ces 2 grandes thématiques. Et on les retrouve bien sûr dans Peter Grimes. Autre force de l'œuvre de Benjamin Britten, c'est que c'est comme John Adams, et John Adams d'ailleurs s'est beaucoup inspiré de Britten, Britten s'inscrit dans la continuité, c'est-à-dire c'est un compositeur qui joue la carte de la tradition. Il assume toutes ses influences de Bach à Berg, en passant par Verdi, Puccini, Mussorgsky, Gershwin, etc. Il joue également pleinement le jeu de l'opéra. Il respecte les conventions du genre opéra avec un découpage en numéros, récitatif, air, duo, ensemble, chœur, qui sont sertis dans une trame musicale continue. Donc, comme John Adams, Britten, avant lui, joue pleinement la carte de l'opéra et des conventions du genre. En plus, c'est un compositeur qui sait merveilleusement faire chanter son orchestre. C'est un coloriste absolument hors pair. On le voit d'ailleurs dans les 6 merveilleux interludes qu'il écrit et qui renvoient, qui évoquent notamment l'omniprésence de la mer. Ces interludes que Debussy n'aurait pas reniés. Donc c'est un formidable coloriste, c'est quelqu'un qui sait faire chanter son orchestre. Il utilise d'ailleurs souvent son orchestre en petites sections. Il donne une résonance chambriste à son orchestre. Même si c'est un orchestre de 60 musiciens, son orchestre sonne souvent chambriste et donc cela permet un parfait équilibre entre l'orchestre et les voix. Et Britten est également écrit formidablement bien pour les voix. Il sait faire également chanter la langue anglaise. Avec lui, l'anglais retrouve toutes ses couleurs d'une certaine façon, tout son cantabile. Donc ça, c'est absolument fondamental. C'est une des grandes, c'est un des grands apports de Benjamin Britten à l'opéra anglais. C'est donc une œuvre qui est en même temps tragique, mais c'est aussi une œuvre qui est profondément poétique, profondément élégiaque. Et c'est en ça que l'œuvre est très touchante, c'est qu'elle ne joue pas seulement une tonalité tragique, mais elle apporte aussi une dimension supplémentaire qui est, je le répète, cette dimension élégiaque. Et cette dimension tragique et élégiaque, on la retrouve dans la mise en scène signée Deborah Warner. Et oui, parce que même si c'est une nouvelle production pour l'Opéra national de Paris, c'est une production qui a déjà connu une création en avril 2021 à Madrid et elle a été ensuite reprise à Londres.
Ce sera la première fois qu'on la donnera à l'Opéra de Paris, mais c'est une production qui a déjà été donnée à Madrid et à Londres. Et Deborah Warner, qui est une des plus grandes figures de la mise en scène lyrique, ça fait depuis les années 80 qu'elle monte de très grands nombres de productions autour notamment de Britten, c'est une spécialiste de Britten, eh ben, elle n'a pas déçu, sa production est magnifique, c'est une production qui joue en même temps sur le réalisme, mais un réalisme poétique. C'est exactement ce qui convient à l'œuvre de Britten. Donc c'est vraiment une des plus belle production de Deborah Warner. Vraiment, je vous la conseille. Vous avez des tas d'images que vous pouvez trouver, notamment sur YouTube, en tapant Deborah Warner, Peter Grimes. Mais je vous conseille aussi d'aller entendre l'interview qu'elle donne sur le site de l'Opéra national de Paris. Elle parle de sa production et on y voit de nombreuses images. Donc, très belle production que celle de Deborah Warner. Nous aurons la chance également d'avoir à la direction musicale Johanna Molwitz, qui fera ses débuts à la direction de l'Opéra de Paris. Et c'est une chef d'orchestre allemande et qui est une très grande chef d'orchestre. Alors, elle fait partie des valeurs montantes de la direction orchestrale. Elle dirige à l'heure actuelle un peu partout dans le monde. Elle fera donc ses grands débuts à l'Opéra de Paris. Atout également de cette production, c'est la présence dans le rôle de Peter Grimes d'Alan Clayton. Il faut savoir que la quasi-intégralité de la distribution qui est proposée à l'Opéra de Paris était celle de la création en avril 2021 à Madrid, qui a connu un très fort succès. À un nom près, celui de Simon Cleanside. En dehors de Simon Cleanside, qui est ce merveilleux baryton britannique que l'on sait, tous les autres chanteurs faisaient partie de la production d'avril 2021. Et donc, en tête d'affiche, si je puis dire, Alan Clayton, qui est un ténor britannique, ténor anglais, qui est un formidable styliste et qui a vraiment frappé le public, enfin qui a ébloui par son art du chant, parce que c'est, je le répète, pour Peter Grimes, il faut une dimension tragique, mais aussi une dimension élégiaque, et Clayton a ce sens-là de l'élégie. Il a ce sens de la poésie par son style. C'est un style très racé, c'est un style très subtil, c'est un grand récitaliste, c'est quelqu'un qui chante aussi régulièrement Bach, donc vraiment, il a ce sens éminent du style. Voilà. Donc, encore beaucoup d'atouts pour cette production de Peter Grimes au Palais Garnier. Je vous propose un petit extrait. C'est un extrait tiré d'un grand enregistrement qui est sorti, je ne sais plus, je crois que c'était dans les années 50, un enregistrement donc avec notamment dans le rôle de Peter Grimes, Peter Pears, qui était le compagnon à la ville de Benjamin Britten. Je vous fais écouter un air tiré du premier acte, qui est un air justement éminemment élégiaque. Voilà, donc un extrait de Peter Grimes de Benjamin Britten, donc avec cet air du premier acte chanté par Peter Pears, un air très élégiaque puisque Peter Grimes regarde le ciel, regarde les étoiles
et il y voit des signes, en quelque sorte, les signes du destin. Voilà, il essaie de lire dans les étoiles comme il lirait les lignes de la main. Il lit dans les étoiles son destin. C'est très, très beau. Troisième nouvelle production de la saison prochaine que votre association a choisie, Hamlet d'Ambroise Thomas, à l'Opéra Bastille le 17 mars, la date donc qui a été sélectionnée pour vous, le 17 mars. Le spectacle dure 3h05, dont un entracte. Alors, la programmation d'Hamlet d'Ambroise Thomas répond à la volonté de notre directeur, Alexander Neff, d'exhumer, ou plutôt de mettre en lumière, les grandes œuvres du répertoire de l'Opéra national de Paris, les grandes œuvres du répertoire français de l'Opéra national de Paris, quelque peu oubliées. Et c'est un petit événement étant donné que l'œuvre n'a pas été donnée depuis 1938. C'était au Palais Garnier. Donc, ça fait très longtemps qu'Hamlet n'a pas été donné. Alors, Ambroise Thomas est un compositeur donc français qui est né en 1811, qui est mort en 1896. Il fut membre de l'Académie des Beaux-Arts, professeur, puis directeur du conservatoire. Il a notamment été le professeur de Massenet. Et donc, il est l'auteur, entre autres, d'une vingtaine d'ouvrages lyriques, dont 2 chefs-d'œuvre, Mignon, créé en 1866, et Hamlet, donc créé avec un beau succès, Salle Le Pelletier, en 1868. Le livret donc d'Hamlet, qui est signé Jules Barbier et Michel Carré, qui ont été notamment les auteurs des livrets de Faust de Gounod et des Contes d'Hoffmann d'Offenbach, s'appuie sur la pièce de Shakespeare, mais surtout, et c'est ça qui est très important, sur l'adaptation faite par Alexandre Dumas père justement de la pièce de Shakespeare. C'est ce qui explique pourquoi la fin d'Hamlet d'Ambroise Thomas n'est pas la même que dans la pièce de Shakespeare. Dans la pièce de Shakespeare, Hamlet meurt à la fin, alors que dans le livret d'Ambroise Thomas, Hamlet non seulement ne meurt pas, mais il est couronné roi du Danemark. Donc la source principale des 2 librettistes, c'est l'adaptation de la pièce de Shakespeare faite par Alexandre Dumas père. Le sujet, en 2 mots, pour devenir roi du Danemark, Claudius a tué son propre frère et épousé sa veuve Gertrude. Hamlet, qui est le fils du roi assassiné, aime Ophélie, mais il doit avant tout accomplir la vengeance que le spectre de son père lui réclame, notamment contre Polonius, qui se trouve être justement le père d'Ophélie et complice du meurtre. Ophélie, rejetée par Hamlet et se croyant délaissée, sombre dans la folie et meurt noyée au grand désespoir d'Hamlet, qui veut au départ se suicider, mais finalement le spectre lui réapparaît, et donc il va d'abord châtier Claudius avant d'être couronné roi malgré lui. D'un point de vue musical, Hamlet est typiquement ancré dans son époque, puisque en fait c'est ce que l'on appelle un grand opéra romantique hérité de Meyerbeer. 5 actes, ballet obligé, ici au 4e acte, effets spectaculaires, histoire romantique avec grand sentiment, grand orchestre, grande voix, etc., avec également les formes de l'opéra à numéro, récitatif, air, duo, ensemble et chœur. Tous les grands moments y sont. Il y a une dimension extrêmement spectaculaire dans Hamlet, même s'il y a aussi une dimension intimiste. L'orchestration d'Ambroise Thomas est une orchestration qui est en même temps d'école allemande. Il s'inscrit dans la continuité d'un Wagner par le fait que l'orchestration est très narrative, elle raconte une histoire, elle porte d'une certaine façon le drame, et on trouve aussi une quinzaine de motifs conducteurs comme chez Wagner, mais elle est aussi et avant tout d'essence française par le sens de la coloration instrumentale. Et j'insiste là-dessus puisque il se trouve que dans la partition d'Ambroise Thomas, pour la première fois, on met en avant le saxophone. Donc le saxophone est très présent dans la partition d'Hamlet. Et donc, c'est une partition qui oscille entre ce qu'il y a de plus brillant et de plus intime. Et puis, on sait aussi la veine mélodique d'Ambroise Thomas qui est absolument, qui est très importante. Donc, c'est une œuvre extrêmement mélodique. D'un point de vue vocal, eh ben, on est aussi dans la tradition du grand opéra romantique hérité de Meyerbeer, c'est-à-dire qu'il va concilier la grande déclamation lyrique héritée de Lully, héritée de Rameau, héritée de Berlioz, et il va concilier cette grande déclamation lyrique avec la tradition du chant ornementé
à l'italienne, et notamment pour le personnage d'Ophélie, qui est écrit pour un soprano coloratura qui est capable justement d'ornementation. Donc, c'est une partition très complète, assez enthousiasmante, qui joue la carte du spectaculaire et de l'intime et qui, bien évidemment, est écrite pour des grandes voix. Donc, vraiment une œuvre faite pour les amateurs de voix, pour les amateurs d'opéra. La mise en scène est signée Krzysztof Warlikowski, que l'on ne présente plus, metteur en scène polonais qui a signé de nombreuses productions à l'Opéra national de Paris. Et ben, dans les éléments que l'on sait de son projet, c'est une nouvelle production, mais on a quelques éléments sur son projet, il ne va pas déroger à la règle, c'est-à-dire aux thématiques qui lui sont chères, un anti-héros à la psyché déréglée, le prisme de la psychanalyse, un jeu sur la frontière entre rêve et réalité, sur la mémoire qui se traduit par des projections vidéo. En effet, il va transposer l'action dans les années 50 du XXe siècle, il va placer l'action dans un hôpital psychiatrique, comme il avait déjà fait par exemple dans Iphigénie en Tauride. Et donc, Hamlet a été interné après la mort d'Ophélie, il a basculé dans la folie, il est donc dans cet hôpital psychiatrique, et toute l'action scénique fonctionne comme un gigantesque flashback. Voilà en gros le principe dramaturgique de Krzysztof Warlikowski dans Hamlet. C'est Thomas Engelbrock qui dirige, on le connaît bien, c'est un chef allemand qui a déjà dirigé 7 saisons, qui a beaucoup dirigé. Il a dirigé Iphigénie en Tauride, il a dirigé également Alcina, et il dirigera à la fin de la saison le Faust, la reprise du Faust. Et donc, l'année prochaine, il dirigera Hamlet. Dans la distribution, vous aurez tous remarqué la présence de Ludovic Tézier, qui sera, à n'en pas douter, un formidable Hamlet, puisque donc c'est un personnage qui est écrit pour baryton, pour la tessiture de baryton. Et dans le rôle d'Ophélie, nous aurons la chance d'avoir Lisette Oropesa, qui est cette formidable soprane américaine, qui était une formidable Marguerite de Valois dans Les Huguenots de Meyerbeer que nous avons donné il y a quelques années à l'Opéra de Paris. Pour vous convaincre des qualités notamment de Lisette Oropesa, je vous propose un petit extrait de l'air de la folie d'Ophélie, chanté justement par Lisette. Voilà pour donc cette interprétation formidable d'Ophélie, de l'air de la folie d'Ophélie, par Lisette Oropesa.
puisque nous sommes dans le répertoire français, restons-y, avec la nouvelle production de Roméo et Juliette, donc de Charles, cet immense compositeur français qui est Charles Gounod, à l'Opéra Bastille, le 17 mars vous concernant. Le spectacle dure 3h05, dont un entracte. Là encore, événement que la programmation de Roméo et Juliette, qui répond aux mêmes intentions que pour la programmation d'Hamlet, c'est-à-dire mettre en avant, remettre au goût du jour une œuvre du répertoire qui a été, si je puis dire, quelque peu oubliée, tout au moins dans le cadre de la programmation de l'Opéra de Paris. Et en effet, Roméo n'a pas été donné depuis 1985, donc cela fera près de 40 ans. C'était une production qui était à l'époque signée Georges Lavaudan. Alors, c'est dommage d'ailleurs de voir que Roméo et Juliette a été si peu programmé, alors qu'on programme de façon extrêmement récurrente Faust, qui est l'autre grand chef-d'œuvre de Charles Gounod, mais d'une certaine façon qui est l'arbre qui cache une forêt d'essences rares, puisqu'il y a de très nombreuses œuvres de Gounod qui sont des splendeurs, mais qu'on ne donne pas, à mon goût, suffisamment souvent. Alors, il est intéressant de constater qu'il y a des correspondances entre Hamlet d'Ambroise Thomas et Roméo et Juliette de Charles Gounod. En effet, le nom des librettistes, ce sont les mêmes librettistes, la source d'inspiration, Shakespeare, dans les deux cas, la contemporanéité des œuvres, puisque Hamlet a été créé en 1868 et Roméo et Juliette a été créé l'année précédente, 1867, à l'occasion de l'exposition universelle. Alors, l'histoire, comme les librettistes sont à peu près fidèles à l'histoire de Roméo et Juliette et que nous avons peu de temps, je vous ferai l'économie de vous raconter justement cette grande tragédie de ce couple d'amoureux légendaires, Roméo et Juliette, deux familles qui s'opposent, les Capulet et les Montaigu, et finalement avec cette fin tragique que l'on sait, où Juliette donc prend un narcotique, un puissant narcotique, pour échapper à son mariage. Roméo pense qu'elle est morte, il se suicide sur le corps de Juliette. Juliette se réveille, voit Roméo qui agonise et elle va également se suicider. Donc c'est absolument magnifique, on connaît tous cette grande histoire. Ce qui est intéressant, c'est bien évidemment ce qu'en fait Gounod. Et Gounod, en fait, un peu comme justement donc Ambroise Thomas, emprunte donc au grand opéra romantique, je n'y reviens pas, mais aussi à l'opéra comique. Et donc, il en résulte finalement un savant équilibre entre scènes festives, avec des rythmes entraînants de valse, mazurka, fandango, des scènes comiques qui sont réellement présentes dans Roméo et Juliette et des scènes d'un romantisme noble et pathétique. Gounod disait lui-même de sa partition: le premier acte finit brillant, le second tendre et rêveur, le troisième animé et large, avec les duels et la sentence d'exil de Roméo, le quatrième dramatique, le cinquième tragique, et il terminait sa lettre par « c'est une belle progression », incontestablement. L'orchestration de Gounod est une orchestration absolument somptueuse, mais j'insiste sur le fait qu'il s'inscrit dans la continuité d'un Mozart. Mozart était un des grands modèles de Charles Gounod. Et donc, il s'inscrit dans cette continuité-là. Et donc, il en résulte une orchestration, une partition d'une délicatesse et d'un raffinement extrême, merveilleusement coloré. Et ce raffinement et cette délicatesse, on le retrouve également dans le chant, dans la façon dont il écrit pour les voix. Il s'inscrit là encore dans la continuité d'un Lully, dans la continuité d'un Rameau, dans la continuité d'un Berlioz, mais aussi et surtout dans la continuité d'un Gluck. On est dans un style déclamatoire d'école française qui est noble, racé, avec certes quelques petites concessions au style ornementé, on en trouve de temps en temps, mais globalement, on est quand même dans un style déclamatoire, mais noble et racé. Il n'y a pas de grandiloquence mélodramatique. Gounod refuse cette grandiloquence. Et donc, il en résulte, notamment dans les grandes scènes romantiques, les 4 grands duos qui structurent la partition, il en résulte une délicatesse de sentiment, une sensualité maîtrisée, une émotion à fleur de peau, une émotion à fleur d'âme, qui est finalement d'autant plus vibrante qu'elle fait fi, comme je vous le disais, de toute grandiloquence mélodramatique. C'est ça le génie de Gounod. On sait d'ailleurs que Gounod écrivait souvent pour des petits théâtres. Il n'avait pas l'habitude du grand opéra. Il aimait écrire des œuvres intimistes. Et il joue la carte du spectaculaire dans Roméo, il joue le jeu du grand opéra romantique, mais à sa façon, c'est-à-dire avec sa discrétion, avec son élégance, avec sa maîtrise des sentiments.
Il n'y a jamais de grandiloquence mélodramatique chez Gounod, même dans l'expression des sentiments les plus forts. C'est Thomas Joly qui met en scène, c'est un metteur en scène français, qui est directeur d'ailleurs d'une troupe de théâtre basée à Rouen, et c'est un spécialiste de Shakespeare. Il a monté de nombreux spectacles autour de Shakespeare, donc c'était le metteur en scène légitime pour monter Roméo et Juliette. C'est sa deuxième production pour l'Opéra de Paris. En 2016, il avait monté un Heliogaballo, donc de Cavalli, qui avait d'ailleurs très très bien fonctionné. La direction musicale est assurée par Carlo Rizzi. Donc on ne sait rien pour l'instant du projet artistique de Thomas Joly. La seule chose qu'on sait, c'est que dans la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette se passe pendant une période de peste, une épidémie de peste. Et il dit qu'il va introduire cette dimension-là. Il veut que l'action se passe pendant une épidémie. Quelle épidémie? On ne sait pas, mais en tout cas pendant une épidémie. C'est le seul élément dramaturgique que donne Thomas Joly. La direction musicale est assurée par Carlo Rizzi, qui est un chef italien qui vient de diriger la série de représentations de Cendrillon de Massenet à l'Opéra Bastille. Dans la distribution, je vais citer deux noms, bien sûr, hein, les amants, maudits, Benjamin Bernheim, puisque donc c'est lui qui chantera le 17 mars, et également dans le rôle de Juliette, Elsa Dreifig. Donc deux chanteurs français pour servir une partition dont le style déclamatoire est absolument fondamental. Pour vous en donner une idée, je vous propose un petit extrait d'un air de Roméo chanté par Bernheim lors d'un récital qu'il a donné. C'est magnifique. Vous allez voir donc quelle est l'exigence de l'écriture de Gounod. Lève-toi, soleil, fais pâlir les étoiles, qui dans l'azur sans voile brille ton firmament. Ah, lève-toi, Voilà, je suis obligé de couper cette splendeur qui est cet air de Roméo, parce que nous avons peu de temps, mais vous pouvez trouver cet extrait sur YouTube, hein, je l'ai trouvé sur YouTube, vous le trouvez très facilement. Puisque nous sommes chez Roméo et Juliette, nous y restons avec cette fois-ci une reprise, la reprise d'une production signée Robert Carsen, ce très grand metteur en scène canadien que l'on sait, qui a monté de très nombreuses productions pour l'Opéra de Paris. Et la mise en scène des Capulets et des Montaigu date de 1995 et sa dernière reprise date de 2014. Les Capulets donc et les Montaigu, qui est un opéra de ce grand compositeur italien du bel canto romantique, hein, tout est dit quand on parle de bel canto romantique, ce grand compositeur italien qui est Vincenzo Bellini, né en 1801 et mort trop jeune en 1835. Le spectacle sera donné à l'Opéra Bastille. Pour vous, le 1er octobre, donc 2022, l'œuvre dure 2h55, dont un entracte. Alors donc Bellini, hein, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter, donc ce très grand compositeur italien du bel canto romantique, auteur notamment de Norma, ce célébrissime Norma, mais aussi du Pirate, de la Somnambule, des Puritains. C'était un compositeur qui était contemporain de Gaetano Donizetti et qui fut en son temps considéré comme le successeur de Gioacchino Rossini. Les Capulets et les Montaigu ont connu un succès triomphal à leur création, à sa création à la Fenice en 1830. Vraiment, succès triomphal. Le sujet, en fait,
et c'est pour ça que ça s'appelle les Capulet et les Montaigu. Le livret n'est pas une adaptation de la pièce de Shakespeare, j'insiste là-dessus, mais en fait, on remonte aux sources littéraires qui ont précédé la pièce de Shakespeare et sur lesquelles Shakespeare lui-même s'était appuyé, et notamment sur les nouvelles écrites en 1554 de Matteo Bandello. Dans le livret, donc, il en résulte quoi? La trame de la tragédie. Et bien, tout simplement, c'est une trame qui est plus politique, qui insiste sur l'affrontement entre les deux familles, entre les Capulet et les Montaigu, d'où le titre. Il y a donc dans le livret l'absence des scènes mythiques que l'on connaît de Roméo, la scène du balcon, d'abord la rencontre au bal, la scène du balcon, etc. Tout est déjà fait au lever du rideau. Les amants se sont déjà rencontrés et ils se sont déjà mariés en secret. Donc, le sujet, le livret insiste sur l'impossibilité pour eux de s'épanouir en raison de la guerre, de la lutte que mènent, la guerre que se font les deux familles rivales. Donc, c'est très important. L'angle n'est pas le même que dans la pièce de Shakespeare. D'un point de vue musical, on retrouve toutes les conventions du genre bel canto romantique, opéra numéro, récitatif, airs, les airs qui sont des airs bipartites, c'est-à-dire avec section lente qu'on appelle la cavatine et section rapide ornementée qu'on appelle la cabalette, avec généralement entre les deux ce qu'on appelle un tempo di mezzo, c'est-à-dire un passage intermédiaire entre la section lente et la section rapide. Voilà. Donc on a tous les ingrédients du bel canto romantique. Si ce n'est que, ce qui est important de comprendre, c'est que Bellini était un compositeur qui avait le regard tourné vers le XVIIIe siècle. Je viens de vous parler de Gounod, et bien la démarche de Bellini est un peu la même. C'est-à-dire, c'est du bel canto romantique passé par le prisme de l'opéra seria du XVIIIe siècle, révisé par Gluck. Les conséquences sont importantes puisqu'on y trouve au niveau orchestral une très grande économie de moyens au service de l'expression dramatique la plus noble, un sens de la coloration orchestrale, mais aussi un chant qui, comme chez Gounod, est d'une grande élégance et qui est dénué de toute grandiloquence mélodramatique. Le chant bellinien est un chant qui est d'abord sublimation des sentiments, comme dans la tradition de l'opéra seria. C'est un chant rêvé, c'est un chant immatériel, c'est un chant comme en suspension. Le chant bellinien est un chant très spécifique qui ne ressemble pas, par exemple, au chant donizetien, qui est beaucoup plus ancré dans la logique, dans l'expressivité romantique. Chez Bellini, il y a encore des traces de l'opéra seria révisé par Gluck, et c'est si vrai, d'ailleurs, que le rôle de Roméo est écrit pour un rôle travesti, c'est-à-dire pour une chanteuse, c'est une mezzo qui chante le rôle de Roméo, comme dans la grande tradition de l'opéra seria. Ici, nous aurons deux chanteuses françaises pour Roméo et Juliette, Marianne Crébassa, mezzo française, et Juliette sera Julie Fuchs. Donc, beau couple d'amoureux. Et le tout sera dirigé par Speranza Scapucci. Alors, Speranza Scapucci, c'est une chef italienne qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris, mais qui est déjà donc une des grandes valeurs, une des valeurs montantes de la direction orchestrale. Et pour la petite info, c'est la première chef à avoir dirigé l'orchestre de la Scala du Milan. Elle vient de le faire il y a quelques semaines. Aucune femme avant elle n'avait dirigé l'orchestre de la Scala de Milan. Et dans quoi a-t-elle dirigé cet orchestre? C'est un hasard, les Capulet et les Montaigu de Bellini, la boucle est bouquée. Pas dans la production que nous allons donner, mais déjà dans les Capulet et les Montaigu. Donc c'est une partition qu'elle connaît très bien. Quant à la production, magnifique, c'est du Carsen tout craché, très élégant, très fin, qui joue sur des tonalités de noir et rouge pour opposer les deux familles, rouge sang et noir, et puis dans des costumes stylisés Renaissance, donc on revient à l'époque d'une certaine façon de l'histoire. Donc c'est vraiment très élégant, très racé, très bien éclairé. Une production, j'allais dire, conventionnelle, mais dans le meilleur sens du terme. Comme nous avons très peu de temps, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir l'extrait sur le site de l'Opéra de Paris. Vous avez un trailer de 30 secondes. Vous allez sur la fiche spectacle des Capulet et des Montaigu et vous trouverez les 30 secondes de la production de Carsen et vous verrez que c'est une production qui est magnifique. De Bellini à Verdi, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement avec la reprise d'une merveilleuse production également, La force du destin de donc Giuseppe Verdi, donc à l'Opéra Bastille. Alors, vous avez choisi deux dates, les 12 et 18 décembre
2022. Donc 2 dates pour aller voir La force du destin de Giuseppe Verdi. C'est une reprise d'une production signée Jean-Claude Auvray. On y reviendra, mais c'est vraiment une production absolument magnifique. Pour mémoire d'abord, Giuseppe Verdi, ce grand compositeur, cette grande figure de l'art lyrique, la figure la plus importante du 19e siècle avec Richard Wagner, qui est essentiellement connu pour ses opéras. Il a écrit 28 opéras, dont la plupart sont des chefs-d'œuvre. On peut parler de Rigoletto, Le Trouvère, La Traviata, etc., qui est sa trilogie populaire. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Verdi, il y a eu 2 grandes étapes dans sa carrière artistique. Il y a eu d'abord ce qu'il a appelé ses années de galère, jusqu'à la trilogie populaire, c'est-à-dire jusqu'à peu près au début des années 1850. Et ensuite, à partir de ce triomphe de Rigoletto, du Trouvère et de Traviata, il va basculer dans ce que l'on appelait les années de la maturité. Or, La force du destin a été créée pendant ces années de maturité. C'est une commande passée par le tsar Alexandre II, c'est donc une œuvre qui a été créée à Saint-Pétersbourg en 1862, mais comme Verdi aimait bien remettre l'ouvrage sur le métier, il a revu sa partition et 7 ans plus tard, 1869, une nouvelle version a été créée, beaucoup plus complète, dans laquelle notamment on trouve cette grande ouverture si connue de La force du destin. Cette ouverture n'avait pas été écrite en 1862, elle a été écrite en 1869. C'est cette version qui est la plus couramment donnée sur les plus grandes scènes internationales. Le livret de La force du destin est une adaptation en fait d'un drame romantique qui s'appelle Alvaro o la fuerza del Sino, signé Eugen Pérez Saavedra, duc de Rivas, qui était une sorte d'épigone de Victor Hugo, un grand auteur dramatique espagnol du 19e siècle qui a écrit de grandes pièces donc romantiques qui ont eu leur grand succès, notamment en Espagne. Sachez que ce Saavedra a servi également de source littéraire à Verdi pour un opéra précédent qui était Le Trouvère. Donc, il aura utilisé 2 fois cet auteur pour 2 opéras, Le Trouvère et La force du destin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, le sujet de La force du destin est aussi alambiqué que le sujet du Trouvère. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a qu'une cohérence parce que la source est le même auteur. Le sujet, en 2 mots, en Espagne, près de Séville au XVIIIe siècle, Leonora est sur le point de suivre son amant Don Alvaro lorsqu'ils sont surpris par le marquis de Calatrava, qui est le père de Leonora. Don Alvaro le tue accidentellement, les 2 amants sont contraints de fuir et se perdent de vue. Or, il se trouve que Leonora a un frère, Don Carlo di Vargas, qui n'aura de cesse de vouloir retrouver le meurtrier de son père. D'Espagne en champ de bataille italien, puis de nouveau en Espagne, les 3 protagonistes finiront par se retrouver, scellant une fin tragique, prenant pour cadre le monastère de la Vierge des Anges en Espagne. Donc voilà, donc une histoire picaresque en quelque sorte, avec plein de péripéties. Et si Verdi donc a choisi donc ce sujet, c'est parce que lui-même le dit, il a trouvé que ce drame était puissant, unique et très vaste. Il disait, il me plaît beaucoup et je ne sais si le public le trouvera comme je le trouve, mais il est certain que c'est une chose hors du commun. Et en fait, dans cette grande fresque épique qui est marquée par le sceau du destin, thème de prédilection du compositeur, Verdi, qui était un admirateur inconditionnel de Shakespeare et de Hugo, a apprécié d'une certaine façon le mélange des genres, entre burlesque et tragique, le foisonnement d'épisodes anecdotiques, pittoresques, truculents, qui viennent se greffer à l'intrigue principale. Et également, il a apprécié le contexte politique, car il y a une dimension politique dans La force du destin. Or, il faut savoir que Verdi était une des grandes figures du Risorgimento italien, c'est-à-dire cette grande campagne militaire qui visait à l'unification de l'Italie et qui s'est terminée en 1870. D'un point de vue musical, du coup, Verdi va allier avec une immense maîtrise tous les styles, burlesque, dramatique, militaire, religieux, et donc on va y trouver de nombreux, de somptueux numéros vocaux, de magnifiques passages choraux. On va y trouver cette succession d'airs, de récitatifs, d'airs, de duos, d'ensembles, de chœurs, comme on connaît dans les opéras de Verdi, mais avec cette grandeur, cette noblesse qui est propre à Verdi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'un point de vue vocal, on trouve le Verdi de la maturité, c'est-à-dire un style chanté qui fait fi de la virtuosité, il n'y a quasiment plus d'ornementation. On est dans ce que l'on appelle un chant spianato, c'est-à-dire plat, mais ça ne veut pas dire sans relief, mais un chant qui n'est pas ornementé, mais qui donne la primauté à quoi? Tout simplement à la puissance, à l'expression
dramatique. Le chant reste d'essence belcantiste parce que le chant est élégant, parce que le chant est tenu, parce que le chant est noble, mais il est avant tout, il vise à l'expression dramatique. Verdi d'ailleurs disait la chose suivante, il disait « Il est certain que pour la force du destin, il n'est pas nécessaire d'avoir appris le solfège, mais il est essentiel d'avoir de la fougue et de pouvoir comprendre et exprimer le texte. » Tout est dit. Mais c'est une œuvre bien sûr absolument sublime et d'un lyrisme absolument exaltant. La mise en scène, signée Jean-Claude Auvray, est une mise en scène passionnante. Il replace l'œuvre dans le contexte du Risorgimento italien, donc c'est très cohérent, et c'est une mise en scène très élégante. Auvray a travaillé avec les plus grands, il a travaillé notamment avec Jean Vilar, avec Jean-Pierre Ponel, avec Giorgio Strehler dans les années 60. C'est un homme qui est très cultivé, qui a un raffinement culturel. Et donc, sa mise en scène est très référencé. C'est une succession de tableaux. Il joue la carte en quelque sorte du théâtre de Tréteaux. Les costumes sont chamarrés, sont d'une certaine façon très colorés. Et puis, on a le sentiment que les peintres s'invitent dans la danse, si je puis dire, puisque à un moment donné, la photo que j'ai jointe là, on croirait un tableau de Zurbarán. Donc, c'est vraiment une mise en scène très fine, très élégante. Ce n'est pas une mise en scène conventionnelle au mauvais sens du terme, c'est une mise en scène en tout cas qui est très fidèle, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de l'œuvre de Verdi. Une des plus belles productions de la saison prochaine, incontestablement. Je vous invite à aller voir le trailer sur le site de l'Opéra de Paris. Je pense que vous serez, comme moi, enthousiasmé par cette production. Nous aurons en plus la chance d'avoir un chef italien, Jader Beniamini, qui dirigera pour la première fois l'orchestre de l'Opéra de Paris, mais qui connaît très bien son Verdi, qui a longtemps travaillé pour l'orchestre Giuseppe Verdi de Milan, qui a été d'ailleurs à bonne école puisqu'il a travaillé en collaboration avec le grand chef qui est Riccardo Chailly. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très bien Verdi et qui connaît notamment très bien la force du destin. Jader Beniamini. Dans la distribution, là, j'ai mis uniquement Anna Pirozzi. Pourquoi? Parce que donc, Anna Netrebko est prévue, mais il y a toujours une incertitude qui pèse sur sa participation, compte tenu des liens qu'elle a entretenus avec Poutine, etc. Bon, il semble qu'elle ait fait son mea culpa, que progressivement, elle re-signe des contrats, parce que depuis, je le répète, elle a fait amende honorable. Donc, on est très optimiste sur la participation d'Anna Netrebko. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas, donc j'avais laissé uniquement Anna Pirozzi. Si vous n'allez pas entendre Anna Netrebko, mais vous allez sur la deuxième date, vous entendrez Anna Pirozzi. Formidable chanteuse italienne, un vrai, ce que l'on appelle un drammatico d'agilità, c'est-à-dire c'est une voix qui est aussi à son aise dans le grave que dans l'aigu, qui est capable de tragique, mais aussi d'ornementé. Une voix extrêmement virtuose. Anna Pirozzi. Elle fait ses débuts à l'Opéra de Paris. Elle chantera également dans la reprise du Trouvère la saison prochaine. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le lien entre la force du destin et le Trouvère. Il n'y a pas de hasard. Anna Pirozzi chantera dans ces deux reprises. Merveilleuse artiste, je vous la conseille. Anna Pirozzi. Vous pouvez aller l'entendre si vous voulez sur YouTube. Vous avez de nombreux extraits d'airs qu'elle a chantés. C'est vraiment une voix absolument colossale. Dans le rôle de Don Alvaro, nous aurons Russell Thomas, qui est un ténor afro-américain qui chante très régulièrement au Metropolitan Opera et qui fera ses débuts à l'Opéra de Paris, mais qui a une voix très puissante, très large, très belle. Je pense que ce sera un formidable Don Alvaro. Et dans le rôle de Carlo, Ludovic, le grand, l'immense Ludovic Tézier. Je ne vous fais pas un dessin. Vous voyez tous les avantages qu'il y a, toutes les qualités de cette production, aussi bien musicale qu'artistique. C'est vraiment une des productions incontournables de la saison prochaine. Je terminerai très rapidement par la reprise de Tosca, de Verdi à Puccini, il n'y a qu'un pas également que l'on franchit allègrement. Cette reprise donc de ce grand chef-d'œuvre de l'histoire de l'art lyrique qui est Tosca. Donc, à l'Opéra Bastille, le 9 septembre 2022, vous concernant. Le spectacle dure 2h50, mais il y a, c'est important, 2 entr'actes. Il y a un entr'acte après chaque acte. Alors, la production que nous vous proposons est signée Perodi, qui est un metteur en scène franco-libanais et directeur notamment du festival d'Aix-en-Provence. C'est une production qui date de 2014 et dont la dernière reprise est récente puisqu'elle date de 2021. Comme nous avons très peu de temps, je ne vous fais pas donc la biographie de Giacomo Puccini, je pense que vous le connaissez tous, cet immense compositeur italien, cette grande figure de l'art lyrique qui a laissé un grand nombre de chefs-d'œuvre, La Bohème, Madame Butterfly, Tosca bien sûr, Turandot, etc. Alors,
Tosca est une adaptation, le livret est une adaptation d'une pièce de Victorien Sardou, qui était un grand auteur dramatique du 19e siècle, français. Et il faut savoir que Tosca, à l'origine, avait été écrit pour la grande Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt a été une immense interprète de la pièce de Victorien Sardou. Et donc, l'œuvre en elle-même, l'opéra de Puccini, conserve cette dimension tragique qu'avait la pièce de Victorien Sardou. C'est une œuvre qui a été créée donc en 1900 qui a connu un fiasco à sa création, mais heureusement, ce fiasco ne l'a pas empêché de s'imposer ensuite partout dans le monde et de devenir l'œuvre référence que l'on sait. Je ne reviens pas sur le sujet, je n'ai pas le temps, mais je pense que vous connaissez tous l'argument de Tosca. J'insisterai sur les vertus de la partition, là encore que l'on sait tous, mais sachez que Tosca est une œuvre contemporaine du cinéma, à 4 ans près, 1896, la naissance du cinéma, Tosca, 1900. Et ce qui fait la force de Tosca, incontestablement, sa magie, c'est le fait que, d'une certaine façon, Puccini va utiliser un langage cinématographique. D'abord, son livret ressemble à un scénario, par sa concision, par la manière dont il ménage ses effets, par le fait, par exemple, au deuxième acte, cet affrontement entre Tosca et Scarpia, qui ressemble à d'une certaine façon, à un gigantesque plan séquence avant l'heure. C'est vraiment absolument fascinant de voir combien Tosca ressemble en quelque sorte à un film. Donc, se suit d'une certaine façon comme un film de cinéma. On le retrouve également aussi dans la dimension orchestrale, puisque l'orchestre a des effets, donc a une puissance théâtrale et dramatique très importante, il a des effets saisissants, c'est une orchestration qui est formidablement évocatrice. Puccini avait cet art de la narration et de l'évocation, de provoquer des images. Par exemple, l'ouverture du troisième acte, le prélude du troisième acte, qui décrit le lever de soleil sur Rome, juste avant l'exécution de Cavaradossi, est absolument, c'est un prélude absolument saisissant. Donc, c'est l'art de l'évocation, de provoquer des images. D'une certaine façon, Puccini est le premier grand compositeur de musique de film. Et on retrouve également cela aussi d'un point de vue vocal, le grand lyrisme expansif à la Puccini qui souligne la dimension mélodramatique avec, même si on est dans un drame musical continu, on arrive quand même à identifier certains morceaux de bravoure comme le grand air de Tosca au deuxième acte, Vici d'Arte, ou les deux airs de Cavaradossi du premier et du troisième acte, et Luceva Nestele au troisième acte, ou Recondita Harmonia. Donc vraiment, tous les ingrédients du grand mélodrame, j'allais presque dire du grand mélodrame cinématographique. C'est en ça que la partition est extrêmement efficace et saisissante et a conquis très rapidement les spectateurs du monde entier. La mise en scène, et donc je l'ai dit, signée Pierre Audi, mise en scène tout à fait classique, conventionnelle, très scrupuleux de l'intrigue, puisque en fait, les 3 actes sont construits, le décor est construit autour d'une grande croix. Premier acte, la croix structure donc un décor à l'intérieur d'église, et au deuxième et au troisième acte, la croix pèse comme une épée de Damoclès au-dessus des personnages. Quant aux costumes, ils sont d'inspiration donc bonapartiste, ils sont d'inspiration empire. Ça n'est pas étonnant puisque je rappelle que Tosca se passe à Rome pendant la bataille de Marengo en 1800. On n'est pas encore dans l'Empire, on est sous le Directoire de mémoire, mais pour autant, ça a du sens de proposer des costumes qui sont d'inspiration empire. Donc, on est vraiment dans une très belle mise en scène, très classique, sinon totalement fidèle au livret, fidèle à l'esprit de l'œuvre de Puccini. C'est Gustavo Dudamel qui dirigera. Donc là encore, le directeur musical de l'Opéra de Paris qui dirigera Puccini. On sait combien il aime Puccini. C'est la 3e partition de Puccini qui dirige à l'Opéra de Paris. En 2016, il avait dirigé la Bohème dans la production de Goutte. Ensuite, la saison dernière, Turandot. Et là, il dirigera Tosca. Il y a une vraie affinité de Dudamel avec Puccini. Enfin, pour terminer, la distribution. Nous avons quand même dans le rôle de Cavaradossi Joseph Caillera, ce ténor maltais qui a fait ses débuts à l'Opéra de Paris la saison dernière dans la reprise de Rigoletto. Il était un formidable duc de Mantoue, voix solaire à la Pavarotti, enfin superbe ténor que Caillera. Dans le rôle de Scarpia, Brinterfell, ce grand baryton gallois qui est Brinterfell. Et dans le rôle de Tosca, une nouveauté, les débuts à l'Opéra de Paris de Sayoa Hernandez, soprane espagnole qui donc a été à l'école
excusez du peu, de Montserrat Caballé et de Renata Scotto. Donc, ce sont de vraies références. C'est une voix puissante. Vous avez de nombreux extraits sur YouTube. Vous tapez Sayua Hernandez, vous verrez, elle chante notamment dans Tosca, elle chante dans d'autres œuvres. C'est une voix puissante, charpentée, avec des aigus faciles. La seule petite chose peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est parfois une méconnaissance stylistique. Elle n'est pas toujours très fine dans son approche des rôles, mais en tout cas, la voix impressionne. Elle est très présente dramatiquement et vocalement parlant. Voilà ce que l'on pouvait dire. J'ai été obligé d'accélérer, mais nous avions trop peu de temps. Voilà ce que l'on pouvait dire des 7 productions que votre association a choisies pour la saison prochaine. Je ne sais pas si vous avez une question ou deux. Vous avez des questions? Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de questions maintenant, vous avez des questions un peu plus tard, vous nous les communiquez et on les passera à Bruno Nicou qui a accepté de nous répondre après. Voilà. Donc, sentez-vous à l'aise si vous avez des idées maintenant ou pas. Moi, je trouve que effectivement, vous avez parlé de Puccini, moi je dirais Nicou. Nicou, il provoque aussi des images. Hein. Et quelque part, il nous a fait rêver, enfin, en tout cas, moi, il m'a fait rêver sur la saison d'après. On est encore dans cette saison, mais on est déjà sur la saison d'après et on ne sait plus très bien où choisir, que choisir avec toutes ces merveilleuses images que vous avez mises en tête et dans les oreilles. Et donc, effectivement, on a hâte d'être demain, même si il faut effectivement profiter d'aujourd'hui. Merci encore pour cette présentation. Qui est enregistrée. Donc, si vous voulez la réécouter, vous aurez le plaisir de la réécouter et puis on le transmettra à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Et merci encore à vous, Bruno, et au plaisir de vous revoir et au plaisir de vous entendre tous et de vous voir tous à nos prochains spectacles. Merci. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Donc, voilà. Parfait. Merci, au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci.